Le journal sur Al24 News, merci d'être avec nous pour ce nouveau rendez-vous de l'actualité. Voici les titres de l'édition. 1448 martyrs palestiniens au 6e jour de l'agression sioniste sur Gaza. Le bilan est très lourd. La riposte palestinienne a fait au moins 1300 morts parmi les forces d'occupation. Et parmi ces nombreux martyrs palestiniens, plus de 300 enfants sont tombés sous la terreur des bombardements sionistes depuis le début de l'agression. Réunion d'urgence de la Ligue des États arabes pour étudier la situation en Palestine. L'Algérie émet des réserves quant à la déclaration finale de la réunion ministérielle de la Ligue des États arabes qui met sur un pied d'égalité le bourreau et la victime. Dossier du Sahara occidental, la 4e commission de décolonisation de l'ONU adopte une résolution affirmant le statut légal de la cause sahraoui. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Et l'actualité du soir toujours marquée par la situation en Palestine. Le dernier bilan des victimes de l'agression sioniste a atteint les 1448 martyrs tombés depuis le début des frappes et les autres bombardements des forces d'occupation sionistes depuis samedi passé. Pas moins de 6229 blessés sont également à déplorer. 31 martyrs et 180 blessés sont tombés en Cisjordanie occupée. Pour rappel, la résistance palestinienne a lancé samedi à l'aube depuis Gaza une opération baptisée Déluge al-Aqsa, en riposte aux crimes de l'occupation à l'encontre du peuple palestinien et les assauts répétitifs contre la mosquée al-Aqsa. La riposte de la résistance palestinienne a de son côté fait au moins 1300 morts du côté de l'occupant et plusieurs milliers de blessés. C'est donc un 6e jour de terreur et d'horreur que vivent les Palestiniens sous les bombes sionistes. Rien que pour la matinée de ce jeudi, les raids de l'occupation ont fait 151 martyrs parmi la population. Plus de 300 000 personnes ont été contraintes de fuir leur domicile dans la bande de Gaza, soumise depuis plusieurs jours à d'intenses bombardements de l'armée d'occupation. C'est ce qu'a indiqué le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Illustration de cette barbarie dont font preuve les forces de l'occupant, l'aviation militaire a bombardé aujourd'hui 2 maisons à Khan Younes et à Rafah. Les corps sans vie de 12 martyrs palestiniens ont été sortis des décombres. Et la machine de guerre sioniste ne fait aucune distinction quant au profil ciblé. Les enfants ne sont pas épargnés par la violence des agressions. Au total, plus de 300 tués dans la bande de Gaza et 6 autres de la Cisjordanie depuis le début de l'agression samedi passé. C'est ce qu'a indiqué jeudi l'Organisation Défense des enfants internationale. L'institution internationale a souligné que l'absence de responsabilité et l'impunité constituent un feu vert pour que l'occupation continue ses crimes et les meurtres d'enfants palestiniens. Les ambulanciers ont récupéré les corps de plusieurs martyrs et plus de 25 blessés sous les décombres de la maison de Bardawil dans le camp de Nusayrat au centre de la bande de Gaza qui a été bombardée par les avions de guerre d'occupation. Les avions ont également bombardé une maison à Beit Lahia au nord de Gaza. Des sources locales ont rapporté que la maison de la famille Nusayr à Beit Lahia, au nord de la bande de Gaza, a été bombardée sans prévenir ses habitants, faisant de nombreux martyrs et blessés.
Dans la colonie de Sderot, qui se trouve tout près de la bande de Raza, les brigades de Al-Rassam, et selon des sources locales palestiniennes, ont riposté avec le lancement de plus de 50 roquettes, ainsi que des dizaines de missiles lancés par le Hamas ces dernières heures sur Ashkelon, Ashdod et des ripostes qui intervenaient à la suite d'un bombardement sioniste massif sur Raza. Pris au dépourvu, sans défense et livrés à eux-mêmes, les civils palestiniens n'ont trouvé qu'un établissement écolier pour prendre refuge et fuir le cauchemar des bombardements de l'aviation sioniste qui vise Raza depuis 6 jours. Parmi eux, beaucoup d'enfants exprimant leur désarroi. Récit de Naïla Ait Hamouda. Des quartiers en ruine, bombardés par la horde sauvage sioniste, sans répit depuis 6 jours. Ce sont ces frappes que fuient des centaines de Palestiniens au péril de leur vie. En quête de sécurité, des hommes, des femmes, mais surtout des enfants trouvent refuge dans cette école dont la famille de Jinan. Nous préparions des friandises pour le mariage de ma sœur, puis les frappes aériennes ont commencé. Nous avons quitté la maison. Nous étions entassés les uns sur les autres dans la voiture et nous nous sommes dirigés directement à cette école. Vivre ici, ce n'est pas sympa. Et mon oncle est retourné à la maison. Il a été tué là-bas. Ici, l'eau potable devient une ressource de plus en plus rare. Et quand les camions citernes arrivent dans la cour intérieure, il n'y en a pas assez pour tout le monde. Quand je me réveille, je vais me laver le visage, mais il n'y a pas d'eau, même pour me doucher. Il n'y a pas d'eau. Nous allons de salle de bain en salle de bain, chercher une goutte d'eau. Ce n'est vraiment pas agréable de vivre ici. Peut-être qu'il vaudrait être chez soi. Transportant des couvertures et des vivres, ils ont quitté leur logement. Ces réfugiés savent qu'ils risquent de rester ici un moment. Nous appelons tous les pays arabes et tous les autres pays à aider à mettre fin au bombardement sur Raza. Il ne se passe pas un jour sans perdre au moins 50 martyrs. Chaque jour, ils tirent sur des civils, des enfants, des femmes et des personnes âgées. Nous ne savons pas où aller, nous restons dispersés dans cette école. 88 écoles dans la bande de Raza se sont transformées en abris pour plus de 220 000 Palestiniens, selon l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. Pendant que l'entité sioniste continue de mener des attaques intensives contre de nombreuses zones de la bande de Raza, au mépris de la situation humanitaire extrêmement fragile. Et le porte-parole du secrétaire général de l'ONU a annoncé que 11 employés de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'ONRWA, et 30 élèves des écoles gérées par cette agence ont été tués depuis le 7 octobre. Parmi les victimes, 5 enseignants et un conseiller psychologique sont à déplorer selon la même source. Pris au dépourvu par les ripostes palestiniennes et à leur attaque, les autorités d'occupation annoncent la formation d'un cabinet de gestion de la guerre et un gouvernement d'urgence autour de Benjamin Netanyahou. Un accord serait conclu ce jeudi pour la formation d'une composante exécutive qui doit durer jusqu'à la fin du conflit. Pour rappel, le gouvernement de Netanyahou est très fragilisé et subit des critiques virulentes, y compris au sein de son propre camp depuis l'annonce des réformes du système judiciaire. Au camp de Borj al-Barajni, l'un des 12 camps palestiniens du Liban, une manifestation de soutien à Raza a eu lieu. Ce camp qui se trouve dans la capitale Beyrouth, où des centaines de réfugiés palestiniens se sont rassemblés pour exprimer leur solidarité avec les Razaouis. À noter que le Liban et la Syrie sont les 2 pays de la région qui abritent le plus de réfugiés palestiniens. Plusieurs organisations envisagent de se manifester demain vendredi en solidarité avec la cause palestinienne et la résistance des habitants de Raza.
La diplomatie algérienne a émis des réserves quant à la déclaration finale de la réunion arabe d'urgence sur la situation en Palestine lors de sa session extraordinaire qui s'est tenue dans la capitale égyptienne, Le Caire. Mercredi soir, le Conseil de la Ligue arabe s'est réuni au niveau ministériel où il a discuté des moyens de mettre fin, je cite, à l'agression israélienne et de parvenir à la paix et à la sécurité. La délégation algérienne a émis de sérieuses réserves sur les dispositions de la déclaration finale, une déclaration qui met sur un pied d'égalité le bourreau et la victime, une opposition qui déplaît fortement à l'Algérie, soutien inconditionnel du peuple palestinien et de son droit à l'établissement d'un État de plein droit sur les frontières de 1967 avec Al-Quds comme capitale. Et concernant la même réunion ministérielle de la Ligue des États arabes, la diplomatie tunisienne a elle aussi émis des réserves sur la même notion. Le président tunisien Kais Saïed a chargé son ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar, de formuler une réserve sur les décisions de la réunion du Conseil de la Ligue des États arabes. Pour Tunis, la cause palestinienne n'est pas seulement une affaire où il y a un plaignant et un défendeur, mais un droit légitime d'un peuple palestinien qui ne peut être prescrit ou annulé par l'occupation. Par ailleurs, la rue tunisienne s'est également insurgée contre la barbarie sioniste. Des milliers de manifestants ont battu le pavé pour exprimer leur soutien indéfectible aux Palestiniens et leur cause. Et le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyad al-Maliki, a salué mercredi au Caire la position de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne et son soutien à l'État de Palestine sur la scène internationale. La déclaration d'al-Maliki est intervenue lors des entretiens bilatéraux qu'il a eus avec le ministre des Affaires étrangères algérien Ahmad Attaf en marge de sa participation aux travaux de la réunion ministérielle arabe d'urgence pour examiner les voies permettant d'arrêter l'agression sioniste contre la bande de Gaza. Et cette situation palestinienne qui fait des émeutes en France, la classe politique se dresse comme un seul homme pour clouer les défendeurs du peuple palestinien contre l'agresseur sioniste. Partis de gauche, associations sont notamment qualifiés d'anti-républicains pour avoir affiché leur soutien à la Palestine. Les détails avec Safouane Ben Sabri. N'importez pas le conflit israélo-palestinien en France. Telle était la devise de plusieurs responsables politiques français, c'est désormais de l'histoire ancienne. Suite à l'opération militaire du 7 octobre du Hamas, le conflit a massivement occupé l'espace médiatique et politique français. Plusieurs chefs de parti, ministres et députés sont montés au front pour apporter un soutien indéfectible à l'entité sioniste. À gauche, le discours classique ne passe pas. Nous qualifions de crime de guerre ce qu'Israël est en train de faire contre la population de Gaza. La France est un pays libre. Elle dit ce qu'elle veut, comme elle veut, quand elle veut, si elle veut remplir le seul office qui soit le sien dans cette circonstance, c'est-à-dire proposer sa médiation. La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon et le NPA de Philippe Poutou sont montés au créneau pour défendre la cause palestinienne, refusant de qualifier le Hamas de mouvement terroriste. Mais le reste de la classe politique française ne veut rien entendre. Quiconque reconnaît la légitimité de la résistance palestinienne passe sous la menace de dissolution. Le président de la République doit saisir le Conseil des ministres avec le ministre de l'Intérieur. Cela a déjà été fait dans le passé. Des associations, mais également des partis politiques peuvent être dissous si l'on considère qu'ils ne font plus partie de la sphère républicaine. Autour du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, de s'attaquer à toute manifestation populaire pro-palestinienne. Les manifestations pro-palestiniennes, parce qu'elles sont susceptibles de générer des troubles à l'ordre public, doivent être interdites. L'organisation de ces manifestations interdites doit donner lieu à des interpellations. La France démontre par cette séquence politique que dans l'Hexagone, une véritable omerta existe alors de critiquer la politique d'occupation israélienne. Tout parti ou entité politique allant à l'encontre de cette politique risque au mieux une mise au ban, au pire une dissolution.
Et le Zimbabwe qui a dénoncé le ciblage aveugle de civils dans la bande de Gaza, en particulier les femmes et les enfants, et le recours disproportionné à la force. Le ministère des Affaires étrangères du Zimbabwe a exprimé sa profonde préoccupation à la lumière de l'escalade de la situation. Le ministère a souligné que les récents développements tragiques mettent en évidence la nécessité urgente au processus politique afin de trouver une solution durable et juste qui respecte les droits du peuple palestinien en autodétermination, comme le stipulent les résolutions des Nations Unies. Flanc diplomatique toujours, le Brésil, qui préside actuellement le Conseil de sécurité de l'ONU, a convoqué pour vendredi une nouvelle réunion de cet organisme pour aborder la situation humanitaire désastreuse dans la bande de Gaza, a annoncé mercredi soir le ministère brésilien des Affaires étrangères. Le chef de la diplomatie brésilienne, Mauro Vieira, a interrompu une tournée en Asie pour se rendre à New York afin de participer à une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies convoquée par le Brésil pour le vendredi 13 octobre afin d'aborder la situation dans la bande de Gaza. On reste dans la région. Des raids israéliens ont visé ce jeudi les aéroports de la capitale syrienne Damas et de la ville d'Alep, les mettant hors service. C'est ce qu'a annoncé les médias. Ces frappes aériennes sont les premières sur la Syrie depuis le début des agressions samedi dernier, selon une source militaire syrienne citée par les médias d'État. Des frappes aériennes simultanées ont été menées par l'entité sioniste sur les aéroports de la capitale et de la deuxième ville de Syrie, Alep. Dossier du Sahara occidental, la 4e commission de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU en charge des questions politiques spéciales et de la décolonisation a adopté mercredi un projet de résolution relatif au Sahara occidental en vue de parvenir à une solution politique à même de permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance. En vertu de ce projet de résolution, l'Assemblée générale de l'ONU appuierait le processus de négociation en vue de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable permettant l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Et s'exprimant dans le cadre des travaux de cette 4e commission de l'ONU, l'ambassadeur permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies a rappelé l'engagement de l'Algérie à soutenir le peuple sahraoui dans son combat pour l'organisation d'un référendum d'autodétermination. Ammar Benjama a par la même occasion dénoncé la position marocaine contraire au droit international et les nombreuses entraves dont il est l'auteur quant à l'accomplissement de la volonté du peuple sahraoui de disposer lui-même de son destin. Face à ces promesses, sans équivoque, l'on a malheureusement enregistré de multiples reniements, de multiples remises en cause. D'abord au niveau de la MINURSO, qui avait pratiquement achevé l'identification des électeurs. Des entraves ont commencé à voir le jour, délibérément mises en place par la puissance occupante, et qui ont entraîné sa paralysie jusqu'à ce jour. Ou encore, ce reniement à la parole donnée par 2 ministres de Sa Majesté, à Houston, devant M. James Baker, ce grand homme d'État, qui a été tellement dégoûté par tant de mauvaise foi qu'il a préféré démissionner de son poste d'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies. Ou encore, tout récemment, par l'ancien président allemand Horst Kohler, qui a préféré jeter l'éponge devant la multiplication des blocages marocains. Et depuis, Madame la Présidente, par touches successives, la partie marocaine s'est enfermée dans le déni de tout l'historique de la question du Sahara occidental. Elle ne veut plus entendre parler, ni entendre prononcer le mot autodétermination, ni référendum, ni consultation démocratique, ni observation onusienne des droits de l'homme.
Actualité en Algérie, la compagnie aérienne algérienne Air Algérie a inauguré ce jeudi son premier vol direct entre Alger et Douala au Cameroun. Lors de l'inauguration de ce vol, l'ouverture de cette nouvelle ligne constitue une étape importante dans le cadre de la concrétisation des efforts visant à renforcer les relations d'amitié et de coopération entre l'Algérie et le Cameroun et à approfondir les liens historiques unissant les deux pays. Je crois qu'aujourd'hui, c'est la concrétisation des volontés des deux chefs d'État de faire en sorte que le Cameroun et l'Algérie puissent mettre en place toutes les possibilités de renforcement de la coopération entre les deux pays. La ligne aérienne qui nous intéresse pour ce jour-ci, c'est un des éléments qui permettrait aux hommes d'affaires, aux opérateurs économiques de pouvoir se déployer facilement la circulation des biens et des personnes, et les échanges commerciaux. Coopération toujours, une convention a été signée ce jeudi à Alger pour le lancement des travaux de réalisation de l'hôpital algéro-qatari allemand d'une capacité de 300 lits dont l'entrée en service est prévue pour l'année 2025. Cette convention a été signée du côté algérien par le directeur de la santé et de la population de la wilaya d'Alger, l'Ahlali, et du côté qatari par le président du holding Istithmar, Mohamed Mouattaz Al-Khayyat, en présence du ministre de la Santé, Abdelhak Sayhi. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu mercredi un appel téléphonique de son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, lors duquel ils ont évoqué les relations bilatérales et les développements du conflit israélo-palestinien, ainsi que la visite prévue du président turc Recep Tayyip Erdogan en Algérie le mois prochain. C'est ce qu'a indiqué un communiqué de la présidence algérienne. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu un appel téléphonique du chancelier de la République fédérale d'Allemagne, Olaf Scholz, lors duquel il a été procédé à un échange de vues sur les relations bilatérales et les moyens de les renforcer dans plusieurs domaines, dont l'énergie et l'industrie. Les deux parties ont également abordé des questions régionales et internationales, notamment la situation en Europe et les développements de la situation au Moyen-Orient, outre la Libye et le Sahel. Cet entretien téléphonique a eu lieu mercredi. Le président russe Vladimir Poutine a entamé ce jeudi une visite de travail au Kyrgyzstan. La Russie espère que sa coopération militaire et de défense avec le Kyrgyzstan se développera, a déclaré le président russe Vladimir Poutine lors d'un événement marquant le 20e anniversaire d'une base aérienne russe près de la capitale kirghize, Bishkek. Poutine effectue une visite de 2 jours dans ce pays, au cours de laquelle il doit participer vendredi à un sommet de la communauté des États indépendants. Hier, le Parlement de notre République a ratifié l'accord signé à Moscou sur la formation d'un système régional commun de défense aérienne entre la République kirghize et la Fédération de Russie. Je suis convaincu que le système régional de défense aérienne serait un outil efficace, protégerait notre espace aérien commun contre toute menace et favoriserait la coopération militaire. Sport football, l'Algérie affronte ce soir le Cap-Vert en match de préparation au stade Hamlaoui à Constantine. Les Verts, renforcés par de nouveaux profils, notamment en attaque, seront aux prises avec les Cap-Verdiens avant une deuxième affiche de choc face à l'Égypte le 16 octobre prochain aux Émirats arabes unis. Voilà, avec le sport, on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous.